Bonjour les amis et bienvenue à ce débrief du Grand Prix de Zandvoort. Terre de Max, maison de Max. Et Max nous l'a si bien rappelé. Sa performance était, comme diraient certains, grotesque. Tout en contrôle. Il nous a même gratifié de sa signature personnelle en mettant Gasly presque dans les rails. Bref, vous avez compris, on va débriefer le Grand Prix de Zandvoort sans langue de bois. Et vu que nous n'avons pas notre langue dans la poche, je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, notre cher frustré de chez Mercedes. Je vous prie d'accueillir Franck, toujours juste mais toujours objectif. Franck, comment vas-tu et comment as-tu ressenti ce Grand Prix? Bonsoir à tous déjà, bonsoir à nos fidèles auditeurs. Moi je vais très très bien. En tant que fan de Mercedes, un peu moins, je crois que tous les fans de Mercedes ont cassé quelque chose chez eux pendant la course. Mais en tant que fan de Formule 1, je crois on pouvait pas demander mieux en termes de Grand Prix. On va en débattre plus tard, je ne spoil rien, mais je pense qu'on tient là notre premier banger de la saison. On va en débattre tout à l'heure. Mais sinon, voilà, Max, troisième pole en 3 Grands Prix, troisième victoire en 3 Grands Prix depuis le retour des Pays-Bas, c'est sa maison, il nous le rappelle encore et encore, il n'y a rien à dire. Très beau Grand Prix comme tu l'as si bien rappelé. 15,5 est la note que les téléspectateurs de Canal ont attribuée à ce Grand Prix, la meilleure note de la saison. À croire que les conditions changeantes, la piste séchante ou mouillée, les crashs suscitent énormément d'intérêt pour les fans. À ce rythme, Domenicali pourrait même arroser artificiellement les pistes pour avoir du spectacle. J'ai cru voir sur Twitter qu'il y a eu 3 émotions des fans. Pendant les 5 premiers tours, ils étaient très contents, beaucoup d'intérêt sur ce Grand Prix. Ensuite, ils se sont endormis et sur les 7 derniers tours, sous la pluie battante, c'était de l'excitation. Attention les amis, ne donnons pas trop d'idées à Domenicali, vous avez compris. Place au débrief. Générique. Finger Pilote. Merci les amis, merci d'être toujours connectés. On va attaquer ce débrief avec notre formule, comme vous la connaissez d'habitude, la formule la plus gourmande. Plat, entrée, dessert. Et en entrée les amis, on va faire un tour d'actualité. Un soldat blessé sur le ring. Les amis devinettes, vous savez sûrement qui c'est. Ensuite, on parlera de Haas qui confirme ses pilotes. Et pour se mettre en appétit, Mercedes. Mercedes qui nous fait une Ferrari. On laissera Franck en tant que fan, frustré. Enfin, j'espère, parce qu'il est quand même un peu objectif. Il nous dira ce qu'il en pense. Alonso et Alpine qui renouent avec le podium. Williams qui brille sous la pluie et dans les virages. Les amis, actualité. Un soldat blessé sur le ring. Daniel Ricciardo, les amis, a été blessé lors du Grand Prix de Zandvoort et il a été remplacé par Liam Lawson pour les qualifications et le Grand Prix, la course en elle-même. Les amis, grosse perte pour AlphaTauri. Bien que Liam Lawson a quand même donné des résultats qu'on pourrait qualifier de plutôt pas mal, c'est quand même dommage de perdre Daniel Ricciardo qui revenait enfin en F1, qui revenait enfin après quelques années sabbatiques à faire des tests avec une Red Bull. Si vite arrivé, aussi vite parti. Qu'en as-tu pensé, Franck, de la performance de Liam Lawson? C'est une performance absolument honorable pour quelqu'un qui découvrait la voiture pour la première fois. Il faut le rappeler à tout le monde. Les pilotes, là, ils s'en sont facilement à 200 heures de pilotage dans ces Formule 1. Lui vivait vraiment sa première heure dans l'AlphaTauri. Il a réussi à faire les 107%. Ce qui témoigne quand même d'un niveau très fort depuis qu'on a mis le système de super licence. On ne retrouve plus des pilotes à 10 secondes des chronos. Ils sont vraiment très bons. Pour revenir sur la blessure de Daniel, moi, ça m'a fait bizarre quand même parce qu'avec ces Formule 1 hyper sécuritaires, on n'avait plus revu de blessure en tant que tel dans le championnat qui pousse un pilote à abandonner. Il y a eu à abandonner là, le week-end. On se rappelle de Grosjean, mais ça c'était un peu le cas extrême. On a eu après cette période de Covid où oui, on a eu l'habitude de repaître des pilotes, mais oui, on lui souhaite le plus prompt des rétablissements. Il a un agenda personnel à mettre en place pour retourner chez Red Bull et renouer avec les victoires et les podiums. Et c'est un peu un coup d'arrêt, comme tu disais. Ricciardo, reviens-nous vite. Pour information, Ricciardo a déjà été opéré, donc on espère que ça va se
rétablir très rapidement et qui sera avec nous sur la piste. Deuxième actualité les amis, Haas confirme ses pilotes. Haas les amis confirme Magnussen et Hülkenberg les amis. En réalité, c'est pas une surprise. Pour moi, c'est pas une surprise. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu rejoindre Haas sur la grille de départ aujourd'hui et quel pilote dans les compétitions autres ou même en Formule 2 serait prêt aujourd'hui à rejoindre Haas. Haas a besoin de 2 pilotes confirmés. Hülkenberg a prouvé depuis qu'il est arrivé. Magnussen a désapprouvé depuis qu'Hülkenberg est arrivé. C'est une chute. Mais le duo est fort. Parfois en Q3, Hülkenberg en Q3, ça arrive. Magnussen un peu moins, mais c'est déjà arrivé. Donc c'est un duo fort, pilote expérimenté. Haas ne vise pas encore le podium, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur leur pilote lorsque la voiture sera prête. Et c'est des pilotes qui sont capables de développer la voiture. Hülkenberg a été pilote d'essai chez Aston Martin. C'est des pilotes forts. Qu'en penses-tu, Franck? Aucune surprise, comme tu disais. Vraiment aucune. Il n'y avait aucune raison de ne pas re-signer Hülkenberg. Je crois même que c'était la priorité d'As. Il est venu, il a directement performé. Bien qu'on peut le vanner sur son manque de podium en Formule 1, ça reste quand même un pilote extrêmement talentueux. Magnussen, il souffre de la malédiction chez As. Le pilote qui reçoit un autre prend une fessée. C'est comme ça depuis de nombreuses années. Mais ça reste quand même un pilote confirmé. Il faut parfois aussi miser sur la continuité et arrêter de renouveler ses line-up. Donc, très content que As, qui n'est pas la plus sexy, réussisse à conserver ces 2 pilotes. Et ça fait plaisir quand même. Tout à fait, tout à fait. Les amis, il n'y a pas eu trop d'actualité ces temps-ci. Franchement, c'est assez calme côté de la Formule 1. On attend les résultats du budget cap. Toujours dans l'attente, toujours dans l'attente. Est-ce que les 3 écuries, Red Bull, Mercedes et potentiellement Aston Martin, auraient dépassé le budget cap? Toujours rien les amis, on est dans l'attente. Je crois quand même que la Formule 1 devrait mettre, la FIA surtout, devrait mettre un point d'honneur à donner les résultats du budget cap assez rapidement. Il faudrait mettre un peu plus de personnes sur ces sujets-là. Les amis, sans tarder, on passe au plat de résistance. Le temps nous tient la gorge, on court derrière le temps, on court derrière le chrono. Ce débrief, c'est une Formule 1. Mercedes nous fait une Ferrari. Les amis, avant d'attaquer Mercedes, regardons d'abord le gros chaos que nous avons eu entre le tour 1 et le tour 5. Les amis, quelques pilotes ont compris que la piste était un peu plus mouillée que certains. Départ lancé, sur les visières, on voyait déjà des gouttes d'eau tomber. Le premier tour, la pluie envahit la piste. Certains ont cru qu'ils pouvaient résister avec des pneus slick, d'autres ont compris qu'il fallait rentrer tout de suite. Et c'était le cas de Pérez. Pérez, les amis, 6 places gagnées, il est passé en tête de Grand Prix. Zhou également, Gasly, Magnussen, Tsunoda. Comme on peut le constater, la plus grosse progression, c'est Zhou les amis. 13 places gagnées. Il est parti de la 15e à la 2e place. C'est incroyable ce bond qu'il a fait. Gasly également qui part devant Hamilton, 12e. 3e au bout de 5 tours. 3e les amis, il était sur le podium. J'imagine par votre victoire. On sait tous que ceux qui me suivent sont français. Sinon, Hamilton, 13e. 13e après 5 tours. Mais regardons bien la courbe les amis. Au tour 3, Hamilton est dernier. En 2 tours, il repasse à 13e. À croire que cette Mercedes avait de la performance, mais les stratèges se sont endormis sur les murets. Ils n'ont pas compris qu'il vaut mieux rentrer au stand pour rouler sur une piste mouillée qu'avec des slicks qui font perdre plus de temps que l'arrêt au stand. On a vu Pérez remonter, rattraper le peloton au bout d'un tour. Il a fallu un tour à Pérez pour rattraper tout le peloton. Et si l'on me dit que les gens dormaient, Mercedes dormait, d'autres pilotes dormaient, moi je dis non. McLaren également, ils n'ont pas entendu le col de Norris pour rentrer au stand. Eux également, ils perdent gros. Norris était 2e, il est 10e. Non, il n'est pas 10e là, il est 12e. 12e Norris, 12e. Il a perdu 10 places.
Ceux qui se sont arrêtés autour d'eux, Ocon, Max, Alonso, Sainz, ils n'ont pas tant perdu que ça. Alonso s'est plus ou moins stabilisé, Sainz également. Ocon, c'est lui qui fait également un grand bond, 6 places gagnées. Tous trois, c'est Lewis Hamilton, le grand perdant. Et après, c'est Russell. Et tous ceux qui ont voulu lutter, comme quoi on pouvait rouler en slick sur du sec, sur une piste mouillée. Les amis, ça a été un canage. J'arrive pas à compter le nombre de dépassements, de changements de position qu'il y a eu. Mais ces 5 premiers tours, c'était juste de la folie. Franck, qu'en as-tu pensé? Non, c'était de la folie pure. Je pense que si quelqu'un s'est endormi juste avant le départ et qu'il se réveille au tour 5 et comprend pas ce qui s'est passé dans sa vie, en fait. Tu vois Pérez qui est premier avec 15 secondes d'avance. Sébastien se rend compte, Pérez il part 7e, il est au 5e tour, non même pas, au 3e tour déjà, il est premier avec plus de 15 secondes d'avance sur Zo. Donc c'était clairement le tour, pardon c'est Max, donc c'était clairement le tour à jouer, le coup à jouer. Ici on doit directement se plonger sur Mercedes et donner la vie, je sais pas trop ce que tu as prévu, ici on se lance directement sur Mercedes, mais moi je suis prêt à dégommer, hein, c'est quand tu veux. Calme-toi. Je pense que les internautes qui nous suivent ont quand même besoin qu'on leur rappelle quel a été le classement final du Grand Prix. Tout à fait. Les amis, en qualification, Hamilton a versé 10 places derrière Russell, les amis. Incroyable. Par contre, en course, 3 pilotes se démarquent. Ils quittent de la colonne de droite vers la colonne de gauche. Gasly, Hamilton et Ocon. Parcourons ensemble. Verstappen, performance grotesque. Totalement sans limite. Il délivre tout. En face de lui, 11e Stroll, le meilleur des autres, les amis. Il n'est pas entré dans les 10 premiers, mais il peut se dire qu'il est premier. Il s'est également maintenu. Il est parti 11e, il est arrivé 11e. Est-ce la performance de Stroll? Quand on voit qu'Alonso, le deuxième, a une performance incroyable, il a rendu gloire aux nouveautés qu'ils ont apportées à Zandvoort. Il volait sur la piste, Alonso. Il a aligné des meilleurs tours en piste. Gasly, troisième. Très bon col, on l'a rappelé. Très bon col d'Alpine lors des premiers tours. Il hérite quand même de cette troisième place après les 5 secondes de pénalité qu'a reçu Pérez. Pérez quatrième, loin de son coéquipier. Inconcevable. J'ai même envie de vous demander 3 secondes de silence pour Pérez, parce que ça devient incroyable. 5e Sainz, 6e Hamilton. Hamilton avec énormément de rythme, plus de rythme que Sainz à la fin. Mais malheureusement, il lui manquait la vitesse de pointe. Monza, les amis, ça peut faire mal. Norris 7e, 8e Albon, 9e Piastri. Les McLaren n'ont pas réellement performé. Par contre, Albon, quelle belle surprise. 10e Ocon, les deux Alpines dans les points. Ocon, malheureusement, malgré le bon col en début de course, a souffert d'un très bon col au final dans les derniers tours. Malheureusement, le drapeau rouge a foiré sa stratégie. Mais Alpine était très vigilant. On en reparlera, les amis. 12e Hülkenberg. 13e Lawson. Premier Grand Prix, les amis. 13e. Performance admirable. On l'a déjà dit. Magnussen, 14e. Bottas, 15e. Bottas. Tellement de choses à dire, les amis. On ne le dira pas aujourd'hui. 16e Tsunoda. Russell. On l'a classé, mais il n'a pas fini la course. 17e. Il a été malheureusement l'heureux perdant, ou plutôt le malheureux perdant des premiers tours, de la stratégie de Mercedes, de leur attentisme, de leur fainéantisme, on va appeler ça comme ça. Et à la fin, il s'accroche avec Norris, crevaison, fin de la course pour Russell. Mercedes ne prend les points que de la 6e place. Sinon, les amis, je vous propose quand même de faire un point sur le classement pilote. Verstappen s'envole, 339 points. Pérez derrière, 201 points. Alonso creuse un peu l'écart avec Hamilton, 168 points. Il se donne un peu d'air. Hamilton, 156 points. C'est dommage quand on a vu la performance qu'il avait. Je pense qu'il pouvait clairement rivaliser avec Alonso. Il y aurait eu une belle bataille si Mercedes avait fait le bon col. Sainz et Leclerc. Sainz prend l'avantage sur Leclerc, 102 points. Leclerc, 99. Il faut se réveiller, monsieur Charles. Leclerc. Russell, 99, à égalité avec Russell. Il y a combat, les amis, il y a combat. Norris, 75. Stroll, 47 points. Gasly entre dans le top 10, 37 points. Il dévance Ocon. Classement pilote, les amis.
Red Bull s'envole. Constructeur, tu veux dire? Constructeur, merci beaucoup Franck. Red Bull s'envole 540 points. J'ai pas les mots. Incroyable. Mercedes 255, Aston Martin 215 points les amis. Ils font la chasse aux points derrière Mercedes. Et quand on sait que les points d'Aston Martin, c'est particulièrement Alonso, chapeau le bonhomme. Ferrari 201 points. À la course derrière Aston Martin également, McLaren 111 points. La grosse surprise de cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'ils vont rattraper Ferrari? Les paris sont jetés. Qu'en pensez-vous? Alpine 73. À tempérer les amis, à tempérer. Il faut une grosse opération là. Gasly 3e, 15 points. Ça fait 16 points avec Ocon. C'est une grosse opération. Mais on tempère la performance parce qu'il n'y avait pas les gros devants. Ils se sont ratés. Williams 15, As 11, Alfa Romeo 9, AlphaTauri 3. Franck, il ne faut plus que tu attends trop longtemps. J'ai compris, tu as besoin d'en découdre. Mercedes nous fait une Ferrari. Mercedes s'endort sur les simulations quand la pluie tombe derrière elle, dans les stands. Franck, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment te consoler. Mais dis-nous. Parle. C'est ce qu'on voit depuis pas mal de temps, je crois. Ils sont totalement clownesques. Le visuel parle de lui-même. Ça fait combien de fois qu'à chaque fois qu'il pleut, Mercedes se noie complètement? C'est devenu une habitude depuis 2022. Et à chaque fois, on a le discours de Wolff complètement au conditionnel à la fin. Oui, mais on avait le rythme. Oui, mais si on n'avait pas si. Les gars, la course ne se fait pas sur le papier, la course se fait sur la piste et à chaque fois que vous avez du rythme, vous faites des erreurs et c'est seulement ça qu'il faut en tirer. On ne peut pas à chaque fois se cacher derrière le rythme. Hier, avec un bon call, tu mets Hamilton devant Max et là tu as une opportunité de victoire. Ça sert à rien de se foirer, de s'embellir la situation en se disant avec du rythme théorique on pouvait gagner. Bon, maintenant, quelle est la raison de mon événement, de mon énervement? Donc, je vais t'emmener sur cette partie, sur 3 parties. Première partie, le départ. Là, il y a déjà une première erreur stratégique. Il y a un seul fou qui a tenté les pneus médiums. Et je vous laisse deviner qui c'est. C'est un pilote Mercedes, c'est Hamilton. Alors qu'on est sur la grille de départ avec la pluie qui tombe, tu veux avoir tous les pneus du monde, sauf des pneus qui mettent du mal à chauffer. Mieux vaut encore partir en intermédiaire qu'en médium. Et là, ils tentent le pari des médiums alors que tous les voyants de la pluie sont ouverts. Tout le monde sait qu'il faut maximiser la suite des softs pour pouvoir après pit et continuer en intermédiaire. Donc ça, c'est la première erreur. Je sais pas ce que toi tu en penses, si toi-même tu étais surpris de voir Hamilton en médium ou pas. J'étais le premier surpris. Le seul pilote en médium quand tout le monde se dit qu'il va bientôt pleuvoir et que la piste serait normalement moins abrasive vu la température et les conditions. Donc je suis vraiment surpris de voir une stratégie aussi décalée. Et quand on parle de décalé, c'est 19 pilotes en soft et 1 pilote en médium. Donc clairement, soit ils étaient magiques, ils auraient été héros s'il n'y avait pas eu de pluie, soit c'était 0. Et pour moi, Hamilton cette fois-ci, c'était 0. Et les choix, clairement, il n'en a pas vraiment eu de très bons depuis les qualifications. Mais je te laisse poursuivre. Ouais. Ok, maintenant, deuxième étape, vous la connaissez déjà, il se met à pleuvoir. Alors, je peux comprendre qu'on laisse Russell dehors, tout comme Max et tout comme Norris. Quand tu occupes les positions du podium, c'est dur de prendre ce genre d'initiative. Ça, c'est une réalité. On a vu plusieurs fois Max ne jamais être le précurseur des arrêts et toujours s'arrêter un tour après les autres. Mais lorsque tu es un pilote, on l'a vu Red Bull avec Perez qui est 7e, lorsque tu es un pilote qui est hors des positions que tu vises en temps normal, qu'est-ce qui t'empêche de faire le pari sur lui? Surtout que Hamilton, lui, il a proposé les intermédiaires. Et on lui a répondu, non, ne t'inquiète pas, ça va bientôt s'arrêter. Il faut suivre. Alors, mais là, il faut suivre. C'est exactement ça le mot. Ça n'a aucun sens parce que on a déjà fait 3 tours. On voit Perez, tu l'as dit dans ton introduction, Perez, en 2 secteurs, il a repris tout son retard sur les pilotes qui étaient en flic. Il a gagné. Wolff a dit que Perez a gagné 25 secondes dès son outlap par rapport à Russell.
qu'est-ce que vous attendez pour ne pas... Si tu pites pas Hamilton au premier tour, avec ce outlap de Perez, tu sais qu'il faut le pit directement. Mais non, tu le gardes encore. Et à partir du moment où il est déjà 10e, 11e, donc c'est-à-dire vous ne gagnez même pas de place vis-à-vis de la stratégie, là je rejoins Villeneuve, à partir du moment où tu ne gagnes pas de place, où tu as perdu l'avantage que tu recherches, fais le pit. Non, on attend encore un 3e tour avant de le pit. Donc ça, pour moi, ça n'a aucun sens ce qu'on a vu là. J'ai halluciné devant mon écran. Je te promets, je n'ai jamais été aussi fou. Je regardais les petits points là à la fin du premier tour. Je me disais, allez, le premier vert, il va pas rentrer au stand parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Je vois que le deuxième, il traverse. Je me dis, ok, bon, peut-être c'était pas encore assez mouillé. Deuxième fois, il traverse pas. Il traverse encore. Je dis, non, mais ils se foutent de nous. Troisième tour, il traverse. Non, je dis, non, c'est bon là, les gars. On a totalement foiré là la stratégie. Et derrière, Hamilton dit non, mais derrière, on a pris de très bonnes décisions, etc. Je crois qu'il était encore dans le feu de l'action, qui s'est pas rendu compte qu'il a passé 10 tours dans le DRS de Tsunoda. J'ai pas ton avis, mais je pense qu'Hamilton, il oubliait ce petit détail-là. Moi, je crois qu'il a accusé le coup. Je crois qu'il a accusé le coup. Il a demandé il a dit justement à ses ingénieurs, les amis, on s'est trompé. On se plante là, on ne doit pas rester sur la piste. Et à un moment donné, il a accusé le coup. Il ne pouvait plus rien faire. Le mal était fait, le mal était consommé. Clairement, quand on a vu Norris qui a galéré derrière Tsunoda, la Mercedes également a galéré, quoi. Je pense qu'il a accusé le coup. Après, est-ce que c'était le mauvais call au final de rappeler Hamilton pour qu'il remette de nouveaux softs une fois qu'il a fait 2-3 tours derrière Tsunoda? Non, ça c'était le bon call. C'est Tsunoda qui n'a plus fait le bon call justement en attendant potentiellement l'éventuel Q8 d'après qui est resté sur la piste. Et il a tout perdu Tsunoda. 16e à l'arrivée. Ça fait mal. Mais je pense que Lewis a accusé le coup. Il a dit dans les interviews, il croit qu'il avait la Mercedes, la voiture la plus rapide. Pour lui, et il a dit avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité, on aurait pu jouer la victoire. Ça ne ressemble pas à Lewis de dire ce genre de choses, mais je crois qu'il a vu qu'il y avait du potentiel. La voiture volait, particulièrement dans le secteur 2. C'était incroyable comment il prenait le long gauche avant le DRS. Il gagnait 3 dixièmes sur les adversaires. 3 dixièmes. Franchement, la voiture, elle avait un avant piqué. Incisive dans les virages. Et on aurait presque dû une Red Bull à l'ancienne. Ouais. On aurait presque dû une Red Bull à l'ancienne, la Mercedes, dans sa façon de prendre les virages archi réactifs. Très très réactifs, c'était archi beau à voir. Mais comme tu as dit, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Rends-toi compte que Mercedes a le 3e et 4e meilleur pace de la course, alors qu'ils ont passé 80% de leur temps dans le trafic. C'est pour te dire à quel point ils avaient un pace démentiel. Mais bon, on parle en co-conditionnel pour la 904e fois de l'affilée, donc j'en ai marre. Je peux comprendre également quelque part l'énervement et l'agacement de Russell. Russell qui luttait pour la 3e place avec une voiture pareille. C'est des chances de victoire qu'on a jetées en fait. C'est des chances de victoire, c'est des chances d'un gros podium, une 2e place de Russell jetée en l'air, foutue en l'air sur une stratégie au bout de 5 tours. Dommage, Mercedes nous l'a mis à l'envers. Mercedes te l'a mis à l'envers. C'est des choses qui arrivent. Je l'ai bien senti passer. On espère quand même, mais pas trop, qu'ils vont se rattraper à Monza. Toi, tu en penses quoi? Comment tu vois Mercedes à Monza? On va en parler dans le dessert, mais t'inquiète pas que Monza, je vais le regarder avec une tasse de camomille pour calmer mes nerfs. Je crois qu'on va passer un sale moment, mais c'est pour plus tard. Je me réserve cela. Écoute Franck, on va passer sur des choses un peu moins personnelles. Oui, clairement. Pour ainsi dire. Et je t'invite justement à nous parler de la performance d'Alonso et Alpine qui renoue avec le podium. Les amis, Alonso l'avait dit. En Espagne, nous allons rester sur le podium. Puis, il a disparu des podiums. À Spa, il a dit, quand on revient à Zandvoort, on trust le podium jusqu'à la fin. Eh bien les amis, chose dite, chose faite. Alonso est sur le podium. Performance incroyable. Ce quarantenaire, franchement, il a un truc. Et Gasly, les amis, c'est beau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que Gasly monte sur un podium dans une Alpine. Ça prouve enfin
qui performe. Il performait avant, mais il avait trop de malchance autour de lui, des accidents, machin. Là, aujourd'hui, Gasly monte sur le podium, presque à la régulière, presque à la régulière. Il a juste failli laisser un second Perez pour qu'il prenne ce podium. Gasly, très très belle course. Alpine maîtrisée. Certains ont commencé à dire c'est l'effet de justement ne plus avoir dans les stands Otmar, Laurent Rossi, Fry et j'en passe. Mais non, les amis, non. Franchement, ne serons pas médisants. Cette performance, elle est liée à Gasly et à Alpine qui ont fait des bons choix. Très lucides, ils ont eu la visibilité de la course, la vision de la course. Ils l'ont fait correctement. Franck, comment tu as ressenti ce podium-là, Aston-Alpine? Je vais commencer par Alpine, dont tu as très très bien parlé. Je pense que voilà, c'est un Monaco bis, de l'opportunisme, mais pur et dur, comme on aime. C'est aussi ça la course. Comparé à Mercedes qui ne jure que par les datas et le rythme de course et qui pense qu'on peut gagner qu'une course si on a le meilleur rythme. Alpine montre que performer, c'est aussi saisir les opportunités. Il y en avait, c'était gros. Ils n'ont fait aucun mauvais call. Aucun mauvais call. Tout était parfait. Pit au premier tour, parfaitement. Pit tous les softs au bon moment. Et enfin, les intermédiaires et les wets pour Ocon. Comme ils ont parié avec Ocon, parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes places, et Gasly, ils ont assuré avec les intermédiaires. C'était parfait. Il n'y a rien à redire de leur week-end. Comme tu as dit, il faut arrêter ces histoires de changement de management, de direction, voilà, et tout. Non, ils ont déjà fait ça à Monaco. On sait que c'est une équipe qui est capable de prendre les bonnes décisions. Ils le démontrent encore. Et pour Alonso, voilà, c'est du Alonso, c'est dans le texte, c'est une fessée encore pour Stroll. Il n'y a rien à dire. C'est un quarantenaire, certes, mais qui est encore facilement un top 3 pilote de cette grille. Il le montre encore et encore. Même quand Aston n'avait pas la voiture et galérait, il a su prendre ses points. Il a marqué quoi? Je crois qu'il a 80% des points scorés par l'écurie. C'est absolument monstrueux ce qu'il fait. 80% des points, je sais pas si on se rend compte. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Justement, permets-moi de te relancer quand même sur Aston Martin. Que penses-tu de Stroll en fait? Parce qu'au final, Aston Martin, Lawrence nous présente cette écurie comme une équipe qui va vers l'avant, une équipe qui va devenir une top team, une équipe qui va se battre à la régulière avec Red Bull, Ferrari et Mercedes. Et potentiellement la nouvelle top team, si on peut l'appeler comme ça, la McLaren. Mais en face, dans le deuxième stand, on a un Lance Stroll qui ne performe pas. Il est certes le premier des autres, mais ça ne marque pas de points. Et c'est pas avec ça qu'on va gagner un championnat ou qu'on va truster la deuxième place du championnat. Alonso ne peut pas tout faire. Pour qu'Alonso fasse tout, il faudrait que Mercedes et Ferrari se tirent la boue derrière. Or, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que tu penses de Lance Stroll? Est-ce que Lance Stroll, au final, c'est le bon pilote pour ce deuxième baquet? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'il soit changé? Qu'il aille faire du golf comme on en parlait un peu sur les réseaux sociaux? Est-ce que Lance Stroll est à sa place? Est-ce que Lawrence aura justement la lucidité de mettre un vrai pilote pour épauler Alonso, pour aller chercher de plus gros points? Parce que clairement, s'il y avait deux pilotes comme Alonso dans cette Aston Martin, Mercedes ne les regardait pas en face aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Je vais te poser juste une question philosophique. Donc moi, je te pose une question, tu poses une question. Non, je te réponds en te posant la question. T'inquiète pas, tu comprendras mon point de vue. Est-ce que toi et moi, nous travaillons? Est-ce que si ton employeur ne te donne aucun objectif de performance en début d'année, tu arriverais au boulot avant 10 heures du matin? Si tu savais que ta place, elle est sécurisée, est-ce que tu prendrais le temps de venir au boulot et de travailler? C'est la même chose pour moi pour Stroll, c'est-à-dire Stroll est en CDI en Formule 1, il sait que sa place est assurée. Si je pense vraiment Stroll, il a été un des meilleurs en catégorie de promotion. Ce gars sait piloter, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour que il se sorte les doigts du nez, comme on dit, il faut que son père le prenne entre quatre murs et lui dit « Si tu ne fais pas ça, tu dégages en fin d'année. » Et là, pour la première fois, on pourra voir un Lance Stroll
avec une pression et qui va performer ou pas. Et là, on saura si c'est un pilote de Formule 1. Il faudrait presque un management au final de typer Helmut, excuse-moi de te couper, presque un management Helmut comme on a fait avec Tsunoda. Clairement, Helmut Marko, pour les pilotes Red Bull, ce sont des machines. Enfin, ceux qui justement survivent à ce type de management sont des machines. Parce que Helmut, tu te foires, tu dégages, tu es bon, tu es son ami. C'est aussi simple que ça. Et donc, Stroll, plus l'Aston va devenir compétitive, plus elle prendra des caméras et plus Stroll sera critiqué. Parce que dans le midfield, il pouvait briller par-ci, par-là. On disait, waouh, les Stroll. Et après, il s'éteint pendant 3 grands prix. Tout le monde s'en fout. Là, si Aston est une voiture qui joue des titres ou des podiums comme cette année, ça se voit que le gars, il est pas au niveau. Et ça se voit très fort. Parce qu'il a un coéquipier qui, lui, par contre, surperforme. Dommage. Mais on sait quand même que Stroll n'est pas monsieur réseau. Donc, quelque part, la pression des réseaux l'affecte moins qu'un Pérez. En tout cas, les amis, on ne va pas s'étendre plus longtemps sur ce podium. Encore félicitations Alpine. Gasly, tu l'as mérité. Alonso, rendez-vous à Monza. 3e leçon, les amis. Williams brille sous la pluie. Et dans les virages. Pas que sous la pluie. Sous la pluie et dans les virages. On va déjà saluer les 2 voitures en Q3. Les amis, ça fait plusieurs grands prix que la Williams nous tape à l'œil. Et aujourd'hui, Sargent a assuré à la régulière, les amis. À la régulière. Là où Hamilton n'a pas réussi à assurer, Sargent l'a fait. Williams dans les top des 10 premiers en qualification. Malheureusement, Sargent s'est mis dehors en course. Il n'a pas pu finir la course. Mais Albon prend les points de la 8e place. La Williams, honnêtement, Franck, quand je la vois avec ses allures de Duracell, j'ai l'impression qu'elle est là pour durer et truster ce top 10. Elle est là pour truster ce top 10. Et je pense qu'ils vont encore prendre la grosse tête à Monza avec ses lignes droites, ses vitesses de pointe, ce manque de traîner de cette monoplace. Williams, clairement aujourd'hui, c'est l'écurie à regarder, c'est l'écurie à suivre. Toi, de ton avis un peu fan de Mercedes folklorique, Williams c'est presque une écurie entre guillemets fille de Mercedes. Qu'en as-tu pensé? Je pense qu'il faut qu'on change notre point de vue sur Williams. Ce n'est plus la Williams 10e qu'on a connue en fait. Je pense vraiment qu'aujourd'hui Williams a la 7e meilleure voiture derrière Alpine et qu'elle est bien meilleure que des Haas, des Alfa Romeo, Alfa Tauri. Je pense vraiment que cette voiture aux mains de Albon, lorsque les gros se ratent, parce qu'aujourd'hui on a 5 écuries qui, lorsqu'elles sont en forme et ne font pas de bêtises, doivent normalement prendre les 10 premières places. Et là, Williams, avec les Alpines, représente ces voitures qui, si un gros se rate, elles seront là pour prendre la place. Donc aujourd'hui, ils sont 13 points, la marche en avant continue. Comme tu as dit, ils entourent, je pense que dès le début de saison, mais ils entourent avec 3 gros ronds Monza. C'est vraiment la course, ils peuvent faire un top 5 et je le pense vraiment, tu verras dans mes prédictions, mais je pense vraiment que Williams peut faire quelque chose d'incroyable à Monza. Et voilà quoi, ça aussi fait plaisir de voir Sargent qui était le dernier pilote à ne pas avoir eu de Q3, enfin rentrant en Q3. Malheureusement derrière, il te plante une occasion de points dans les rails. Donc encore un week-end où il pouvait prouver où il ne le fait pas. Et on sait que sa prolongation n'est pas encore 100% assurée. Ce n'est pas encore 100% assuré. Donc, il doit produire. Il doit prouver. Sargent doit prouver, les amis. Il doit assurer sa place pour 2024. Il n'est pas assuré aujourd'hui. Rien ne dit qu'il sera là l'année prochaine. À Monza, les amis, avec une telle voiture, il doit assurer. Oui, vas-y. Clairement, parce que je ne sais pas si tu connais un Danois. Je crois qu'il est Danois de Formule 2. Du giron Mercedes, mais je pense vraiment que c'est le plus gros concurrent de... tu parles de Vesti? Exactement. Je crois que Fred Vesti est le plus gros concurrent de Logan Sargent pour la place chez Williams. Ah bah ça, c'est malheureusement, Prema a foutu un gros plomb dans l'aile en Vesti en serrant mal. Ces deux roues arrière. Ces 2 roues, alors que Pocher venait de se mettre dans le mur.
il pouvait faire un Une 15 belle 0 opération. par là. Ouais. Une très très belle opération, donc c'est un peu dommage. Mais oui, ça va se jouer entre les deux. Et si Vesti remporte la Formule 2, je pense que Wolff va faire le push. Soit pour Vesti, soit pour Schumacher. Les amis, notre débrief va bientôt tirer à sa fin. Je te remercie Franck. Mais comme tu le sais très bien, on aime finir sur une petite note sucrée. Sucré-salé. Le dessert gourmand. Oui les amis, nous sommes des gloutons. Alors, place au pronostic. Pronostic de Zandvoort les amis. On va revoir si Franck ou moi, on s'est trompé. Ou sinon, on a eu juste. C'est parti. Et oui les amis, et oui, j'avais raison avec la pole de Max Verstappen les amis. J'avais raison avec la pole de Max. Mais Franck, toi qui souvent, tu nous as rappelé que tu as des insights, que tu vois l'avenir. Que s'est-il passé? D'où te sortait une pole de Lewis Hamilton? Bah, c'est très simple, c'est que mes insights sont théoriques. Je donne le résultat théorique. Maintenant, j'avais pas prévu que l'équipe Mercedes se soit envoyé une gueule de bois totale le samedi soir, même le vendredi soir, parce que ça a commencé dès lors. Je pense qu'ils avaient le pays, je vais parler comme Toto, ils avaient le pays Il avait le théorique pour pace. gagner. Voilà. Et pour prendre et pour shipper une pole à Max chez lui devant ses supporters. Très bien. Tu es très ambitieux, culotté même on va dire. C'est ça qui paye dans le pari. C'est ça qui fait le pari, j'espère pour toi. Podium alors. Voyons qui avait raison. Max, Norris, Lewis, j'avais parié. Tu avais également parié sur Max. Ensuite, Lewis et Russell. Et au final, Théoriquement, j'ai encore raison. Hein. Comme- C'était les deux meilleures pistes derrière Max. mais clairement, c'est Mercedes qui te fait foirer en fait. Je crois que si ils n'étaient pas foirés dans le premier tour et qu'on avait fait le bon call, bah, je pense que ton podium tu l'avais. Hein. Ouais. Tu aurais J'avais pu même avoir une quasiment inversion le meilleur peut-être français. Russell Lewis, mais le podium tu l'avais. Ouais. Norris, Ouais. pour moi, c'est une grosse déception. Hein. Je ne savais pas que McLaren pouvait manquer de performance à Zandvoort. Quand même pas Zandvoort. Enfin, Surtout quand on voit la qualification. mais oui, quand tu vois les qualifs. Après, je vais vous avouer un truc. Hein. Moi, j'ai vu Russell très en retrait par rapport à Lewis dans les EL1 et les EL2. Donc, quand Russell fait 103e derrière Norris, je pense que c'était à 3 dixièmes. Clairement, pour moi, si Lewis avait fait ce tour-là, était arrivé en Q3 avec les softs, parce qu'il était beaucoup plus à l'aise sur du sec, clairement, Norris n'était pas deuxième. Il n'était pas deuxième au niveau en qualification. Donc, Mais bon, là, on est en train de refaire la course. on va pas la refaire. On va pas Parce la qu'en refaire. plus, ma surprise est la meilleure. Ouais, Alonso, les clairement. amis, j'avais misé gros sur Alonso, sur le package qu'Aston Martin allait apporter à Zandvoort. Quelque part, je me suis dit, Aston Martin semble être une équipe réfléchie. Ils ont compris leur voiture. Et à Zandvoort, ils ne pouvaient apporter qu'un gros package. Et Alonso, revigoré de l'été, bah, c'est un nouvel homme en fait. C'est un nouvel homme. C'est comme si le championnat recommençait en fait. Donc Alonso, pour moi, c'était forcément la surprise. Je suis désolé pour toi. Mercedes pourrait presque rentrer en déception au final. Ouais, clairement. Ça Mais pourrait- tu as eu des insights pas mal sur Aston Martin. Toi aussi, tu as des relations à ce que je vois. Comment? Tu as eu des insights pas mal sur Aston Martin. Toi aussi, tu as quelques relations. Tu as le bras long. Mais j'ai le bras très très long, très très long. On ne dit pas tout en ligne, mais je t'en parlerai, t'inquiète. Après la production, je t'en parlerai. Il y a des choses que tu dois savoir. Sinon, en Bah, en déception. déception, Ouais, vas-y. ma déception pourrait presque passer. La tienne, ce serait un peu sadique de notre part de mettre un blessant en déception. Pourquoi pas? Moi, je ne tire Mais pas les cheveux. pourquoi pas? Ouais, voilà. Mais non, c'est Stroll. C'est Stroll. Je pense que là, Ouais. c'est la claque de trop. C'est la claque de trop, là. Du Stroll coup, reprend prono pas. Monza, Stroll prono reprend Monza pas. ou pas? Prono Monza. Mais oui, prenons Monza, les amis. À Monza, les amis, qui aura raison? Temple de la vitesse. Le temple tifosien. Face au rouge. Moi, je dis Paul. Max. Pas Leclerc. Max.
Que dis-tu? Donc tu me parles des tifosi, de tout, et après tu me lâches Max Saint-Paul. Mais écoute, Non, je moi suis je pars réaliste, je fais comme pas en de paris 2022. comme ça là. Non, pour moi je pars en 2022. La Ferrari a de la vitesse de pointe. Donne une voiture qui a de la vitesse de pointe à Charles Leclerc, il te la met en pole. Moi je pars sur une pole de Charles pour donner un peu de baume au cœur aux fans de Ferrari. Juste pour qu'on soit clair, on parle de Monza, hein, c'est pas Silverstone. Hein. Oui, on parle de Monza. Ok, Ouais, ok. Monza. Il n'y a pas de qualité de pilotage en tant que tel, c'est vraiment le temple de la vitesse. Oui. Si tu réussis à bien la placer Ferrari a Ascari. de la très bonne. Oui. Ok. Ferrari a une très bonne vitesse. J'y crois. Je t'ai pas dit que ça va passer, mais je me dis j'y crois. Tu y crois? Bah écoute, ici c'est les croyances qui prônent. Alors ton podium? Bah, mon podium, Max, bien sûr, premier. Devant Leclerc. Et troisième, j'hésite entre une Aston ou une Mercedes. Mais non. Qu'est-ce que raconte Aston et Mercedes, mais je suis totalement fou, moi. Non, mets-moi Alonso en troisième. Non, Pérez. Tu as dit il faut pas du pilotage, je mets Pérez en 3. Tu mets Pérez en 3, donc tu nous fais un Max Leclerc-Pérez. Donc clairement, tu crois que Leclerc va nous sortir une performance de malade. Je te rappelle quand même qu'il y a le top driver qui finit plus souvent la course par rapport à Leclerc. Hein. Il n'y a pas de souci, il est quatrième. Il est juste là. Il est juste là. Il a su la deuxième place, quoi. Voilà, clairement. Bah écoute, moi sur le podium, je te rejoins presque. Sauf que, évidemment, le premier Max, le deuxième Pérez et le troisième Alonso. Donc, j'ai ton premier, j'ai ton troisième, mais au milieu, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. C'est pas le pilotage. Pérez. C'est pas le pilotage. C'est pas le pilotage. Clairement. Donc, Pérez avec une Red Bull, ce sera véloce. Clairement, les amis, vous voyez, Mercedes, pour nous, ce ne sont pas les gens qui peuvent trust le podium à Monza. On n'y croit clairement pas. Après, on peut ne pas être à l'abri d'une belle surprise. Ça ferait énormément plaisir à Franck. Il risquerait de venir ici mercredi prochain en sautant de joie. Mais, à la régulière, c'est difficile à croire. À 23 ans, j'ai arrêté de rêver. À 23 ans, j'ai arrêté de rêver. Surprise. Oui. Albon. Je te vole la surprise. Là, tu es obligé de choisir autre chose. Je suis désolé. Albon. Constant. Albon, c'est ma surprise de l'année. Pour toute la deuxième moitié de saison. Albon. Même à Singapour, je mettrai Albon. Ok. Donc, ça, on est d'accord sur la surprise et la déception. Ouf, comment ne pas mettre Mercedes. Après, je sais pas si c'est vraiment de la déception. C'est pas de déception, ce serait de la réalité en fait, ce serait du réalisme. Ce sera de la réalité en fait. Bah oui. Mais je me dis, je valide cela comme déception si aucune Mercedes n'est dans le top 6. S'il n'y a aucune Mercedes dans le top 6, je valide ma déception. Donc, on écrit, notez bien, déception Mercedes hors top 6. Donc pour toi, tu penses quand même que Mercedes devrait faire truster le top 5 derrière, Pérez et Leclerc. Non, même pas Pérez. Je sais pas où tu mets Pérez, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah mais non, c'est noté, c'est enregistré, le Katika a pris, il est parti, c'est bon. Ouais, c'est noté. Top 6, très bien. Mercedes déception hors du top 6. Non, pas déception. Stroll. Je suis désolé de m'acharner sur... Toi, vraiment, tu veux te gagner ce tournoi. Tu prends que des tapines, aucun risque. Écoute, je sais pas pourquoi tu prends pas les choses très au sérieux. Ici, Finger Pilot, c'est un mec sérieux. Je pense que tout le monde le sait. À part évidemment quand il se fait des trucs pareils, mais Finger Pilot, c'est un mec sérieux. À part quand je fais ça, sinon je suis très sérieux. Donc voilà. Dans ma déception. Ok. Troll. Ça marche. Ok les amis, on va pas tirer le temps plus longtemps. Les amis, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Franck, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, rien à rajouter. On se donne rendez-vous à Monza pour le temple de la vitesse et hâte de voir des cloneries en qualification parce que tout le monde va chercher l'aspiration. Les amis, vous avez compris, le débrief de Zandvoort, c'est fini. Zandvoort, c'est du passé. On se retourne vers l'avant, on regarde devant nous. Monza, on arrive. Les tifosi, nous sommes prêts. Charles Leclerc, Ferrari compte sur toi.
Les amis, portez-vous bien. Et à mercredi prochain. C'était Finger Pilote, votre fidèle. Toujours ennuyeux, mais toujours juste. Ciao. Ciao.